Bonjour. Olivier m'a donné carte blanche, donc votre directeur du master, de votre master, de l'école des ponts, pour raconter ce que je souhaite. En gros, il sait que ça porte sur les rapports entre économie et transition écologique. Et comme il m'a donné vraiment carte blanche, là, je me suis un petit peu lâché et j'ai osé appeler cette conférence Capitalisme et biosphère. C'est un peu immodeste. Et il y a un sous-titre qui manque aussi de modestie. Ça s'appelle Histoire longue, complexité, optimisme. Voilà, et donc j'ai osé cette année et je vais, j'espère, vous intéresser sur ce thème qui va être assez général et assez historique, mais qui va déboucher en conclusion sur des pistes d'action. Alors, d'abord, je me présente très rapidement. Je m'appelle Jean Carassus, je suis professeur à l'école des ponts et chaussées. Formation de base, j'ai fait à HEC un doctorat d'économie à Dauphine. Et en simplifiant, disons que j'ai consacré l'essentiel de mon activité professionnelle à l'immobilier et du bâtiment, soit dans l'administration, soit dans l'entreprise, soit dans la recherche. Et j'ai effectué un certain nombre de publications et je m'appuie là plus particulièrement sur un livre que j'ai écrit en 2019 qui s'appelle Le Choc. Le Choc, et le sous-titre, c'est Révolution industrielle, biosphère et société. Voilà, c'est un livre qui est publié aux éditions de l'Aube et qui résume une bonne partie de ce que je vais exposer aujourd'hui. Alors, d'abord, quelques mots sur le sous-titre, parce qu'il décrit un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis et puis que j'essaie de transmettre. Je pense effectivement essayer de prendre le contre-pied d'un certain nombre de postures un peu dominantes aujourd'hui. Premièrement, on parle de court terme, on parle de réaction rapide, de conjoncture. Et en face de cette situation, moi je suis intimement convaincu que nous avons besoin, au contraire, de recul. Nous avons besoin d'un récit et nous avons besoin de l'histoire longue pour comprendre un petit peu où on en est aujourd'hui et d'où on vient. Et quelques petites questions aussi, et où on va. D'où cette idée de histoire longue. Le deuxième aspect du point de vue état d'esprit, je pense que, surtout peut-être au niveau des médias, on est souvent dans les idées simples, un peu simplistes, souvent binaires et sans nuance. Et sur nos sujets, je pense au contraire que nous sommes dans un monde complexe. On a un besoin de nuances et notre action même s'inscrit dans la complexité. D'où le deuxième mot du sous-titre, complexité. Enfin, optimisme. Optimisme, pourquoi? Parce que ce qui est dominant aujourd'hui, c'est le pessimisme. La catastrophe est probable, tout est joué. Pour moi, disons que le pessimisme, c'est une forme de paresse. Parfois assez confortable d'ailleurs, puisque ça peut justifier une absence d'action en disant tout est foutu, tout est fait, et on peut se réfugier dans un certain confort, confort anxieux, mais confort. Et j'affirme au contraire un optimisme, certes lucide et raisonné, mais délibéré. Délibéré et tourné vers l'action. Et moi j'aime bien le photographe Arthus Bertrand quand il dit, en matière notamment de transition écologique, de toute façon, il est trop tard pour être pessimiste. Voilà, sur l'état d'esprit que je vais essayer de défendre. Sur la structure de mon exposé, c'est deux parties, tout simplement. La première partie s'appelle Économie de marché, capitalisme, révolution industrielle. Et la deuxième partie s'appelle Capitalisme et biosphère, un choc frontal. Voilà. Et je terminerai, comme je l'ai indiqué, sur une conclusion tournée vers l'action,
qui a un certain lien avec votre travail et aussi votre vie personnelle. Première partie, économie de marché, capitalisme, révolution industrielle. Je m'appuie sur deux auteurs. Le premier, c'est un historien. Il s'appelle Fernand Braudel. Il a écrit en 1979, ça fait déjà quelques dizaines d'années, un livre que moi je trouve passionnant qui s'appelle « Civilisation matérielle, économie et capitalisme » avec un sous-titre « 15e siècle, 18e siècle ». Vous voyez, on revient en arrière. Et de ce livre, je tire deux notions. La première notion, c'est que dans toute société, il y a trois étages. L'étage de la vie matérielle et de l'économie non marchande. Et c'est un étage important. C'est un étage important, et pas seulement dans les pays en développement. Même en France et dans les pays développés, l'économie non marchande est très importante. Pensons par exemple au travail non rémunéré des femmes. Le deuxième étage, c'est l'économie de marché. L'économie de marché, dans l'esprit de Fernand Braudel, concurrentielle. Et le troisième étage, c'est, lui, il l'appelle le capitalisme, qui prend la forme marchande, industrielle ou financière, et qui, lui, est le système dominant. Alors, cette distinction entre économie de marché et capitalisme, effectivement, c'est une distinction tout à fait inhabituelle. Dans le numérique, puisque vous travaillez dans une approche fondée sur la modélisation numérique du bâtiment et de l'immobilier, quand on voit un petit peu un certain nombre de grandes entreprises numériques, on commence à comprendre que ce capitalisme dominant, effectivement, ça n'a pas l'air d'être des PME soumises à une énorme concurrence. Et si je prends l'un d'entre eux, responsable de l'industrie numérique, je pense à Peter Thiel. Peter Thiel, c'est lui qui a fondé PayPal, qui l'a vendu depuis. C'est un des premiers actionnaires de Facebook. Il a une fortune personnelle qui lui permet de continuer à investir dans le numérique. Et il a écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle « De 0 à 1, comment construire le futur » en 2016. Et il décrit un restaurateur, un responsable d'un restaurant de bonne qualité, qui est soumis à une certaine concurrence, qui est obligé de travailler, qui fait attention à sa concurrence, de travailler sans arrêt, et il n'arrive pas vraiment à dégager du capital, à grossir. Ce qui est intéressant, c'est que 35 ans avant, Fernand Braudel, dans une optique complètement différente, un historien qui travaille beaucoup sur la Renaissance et le siècle des Lumières, a exactement la même image avec un tailleur. Le tailleur qui est soumis, c'est le deuxième étage, qui est soumis à la concurrence et qui n'arrive pas, lui, non plus à accumuler du capital. Et donc, effectivement, Thiel, lui, il ne prend pas de gants. Il dit, moi, dans le numérique, dans un secteur que je choisis, j'ai un objectif, c'est le monopole. Et effectivement, ce troisième étage, c'est le monde des monopoles ou des oligopoles. Oligopole, c'est un marché et partagé par un petit nombre d'entreprises, en général au niveau d'un continent ou au niveau planétaire. Eh bien, effectivement, dans le numérique, il y a une phrase très connue qui s'appelle « The winner takes all », le gagnant prend tout. Et ce n'est pas spécifique au numérique. C'est vrai particulièrement sur le numérique, puisqu'un grand nombre d'entreprises, qui s'appelle GAFAM, ou qui a été complété par certaines autres entreprises, effectivement, on sent bien qu'il y a effectivement un dispositif où il y a oligopole, et voire dans certains cas, recherche de monopole. Et d'après Fernand Braudel, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce troisième étage, l'idée, c'est justement pour pouvoir se développer, pour pouvoir accumuler du capital, eh bien, il faut introduire un certain nombre de barrières à l'entrée. Et au XVe siècle, ça commence dès la famille des Médicis à Florence, qui, dans ce que Braudel appelle le commerce au loin, eh bien, effectivement, c'est pas permis à n'importe quelle PME. C'est uniquement limité à un certain nombre de gros investisseurs qui prennent des risques et, quand ça marche, qui gagnent beaucoup d'argent. Eh bien,
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité de ces 3 étages dans la société, j'allais dire des Médicis jusqu'à Bill Gates. La deuxième notion chez cet historien qui est très intéressante, c'est la notion d'économie monde, où il y a un centre, des régions secondes et des marges extérieures. Sur la période étudiée par l'historien Braudel, il y a 4 économies monde. Il y a l'Europe, il y a la Russie, il y a Empire ottoman Turquie et il y a l'Extrême-Orient. Et le mot complexité, il a toute sa valeur là. C'est très complexe d'analyser cette évolution de l'économie monde. Sur l'Europe, depuis le XVe siècle, Braudel a une analyse lumineuse où on voit les différents centres qui se succèdent. C'est d'abord Venise, après Anvers, ensuite Gênes. Au XVIIIe siècle, c'est Amsterdam, Londres au XIXe et New York au XXe. Une économie monde, c'est la situation actuelle. Il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'une seule maintenant. Il y a une seule économie monde avec un centre qui est encore pour l'instant les États-Unis. Il y a des régions secondes, il y a des marges extérieures, et on voit bien, y compris pour la relation avec la biosphère, dont je vais parler dans quelques minutes, la biosphère, elle est mondiale. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a la confrontation entre une économie monde, organisée, avec un centre, des régions secondes, des marges extérieures, et une biosphère, un climat, une nature. Et donc, là, on sent bien qu'il y a un rapport pour analyser un peu ce qui se passe dans ces rapports entre l'économie monde et puis le climat, par exemple, ou la biodiversité, ou les ressources qui sont mondiales, ou mondiaux, si j'inclus le climat, eh bien, on voit bien que la façon dont est géré le centre et comment sont prises les décisions au niveau mondial, c'est très important. Si on prend l'accord de Paris sur le climat, c'est un accord excellent qui a donné un cadre. Et comment il s'est réalisé? Certes, les Français ont mené une action diplomatique assez astucieuse et habile, mais pourquoi il y a eu l'accord de Paris en 2015? C'est qu'au niveau du centre, il y a eu un accord à un moment entre les États-Unis et le candidat à succéder aux États-Unis, la Chine. Les 2 pays, les 2 puissances qui étaient au centre de cette économie monde qui est maintenant unique, se sont mises d'accord sur un cadre, et c'est essentiellement grâce à cet accord que l'accord de Paris a été possible. Donc vous voyez, l'organisation de l'économie monde et en face le climat et la biosphère, eh bien il y a une correspondance qu'il faut connaître pour savoir comment gérer cette relation. La deuxième référence que j'ai, c'est un économiste. Il s'appelle Joseph Schumpeter et c'est un Autrichien devenu américain. Et là, je m'appuie sur... il a écrit plusieurs livres. Son dernier livre important date de 1947. Vous voyez, je reviens encore plus avant que Braudel. Ça s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Il a 2 notions, lui aussi, que je retiens. La première notion, c'est le capitalisme a un moteur, c'est l'innovation. Et il a une caractéristique fondamentale, c'est la destruction créatrice. Et tout ça, c'est un mouvement permanent depuis que le capitalisme existe. Il y a sans arrêt innovation, il y a sans arrêt destruction créatrice. Destruction créatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'innovation, il y a des choses, des techniques, des modes de raisonnement, etc., qui deviennent obsolètes, qui ne répondent plus à la demande. Et à ce moment-là, il y a création d'un nouveau monde, de nouvelles technologies, de nouveaux modes de pensée qui fait que il y a une partie qui disparaît. D'où cette notion de destruction créatrice. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une période d'accélération de l'innovation? Il y a ce que j'appelle, avec d'autres, une révolution industrielle. Et c'est quoi une révolution industrielle? C'est une période d'accélération de l'innovation avec des innovations radicales par grappe et, on rejoint Fernand Braudel, avec domination de firmes monopolistiques ou oligopolistiques qui ont la possibilité d'avoir des monopoles ou de participer à des oligopoles parce qu'elles s'approprient ces innovations radicales et elles font des barrières à l'entrée pour les autres entreprises. Et
ces révolutions industrielles, elles transforment progressivement les modes de production, les modes de consommation, les modes de vie, les modes de pensée. Alors cette notion de révolution industrielle est contestée par certains, à cause du mot révolution, parce qu'ils disent des trucs qui durent quelques années, c'est pas possible que ça dure quelques années. Et là, sur cet aspect-là, je suis d'accord avec eux. Les révolutions industrielles, comme d'ailleurs à mon avis beaucoup de révolutions, durent très longtemps. Ça dure très longtemps, contrairement à l'apparence. Ça dure un siècle. On va le voir avec les révolutions industrielles. Il y a eu 3 révolutions successives, elles durent un siècle. Et donc, même si on prend la Révolution française, hein, vous savez, la Révolution française, courte digression, 1789, 1799, oui, c'est l'apparence. Historiquement, ça dure un siècle, la Révolution française. Dès 1815, la monarchie est rétablie. L'aristocratie reprend l'essentiel de son pouvoir. Quand ils ne reprennent pas leurs propriétés, ils ont de très fortes indemnités. Et après, pour ceux qui aiment bien lire certains romans comme La Recherche du temps perdu, Marcel Proust vous explique très bien qu'en 1914, l'aristocratie est encore au pouvoir, elle tient le pouvoir culturel, une grande partie du pouvoir économique et politique, et tout bascule en 14. Pourquoi ça bascule en 14? Parce qu'en 14, il y a 2 événements considérables qui remettent en cause le pouvoir de cette aristocratie. Vous savez, l'Ancien Régime, c'était un système qui exonérait les riches de l'impôt et qui concentrait l'impôt uniquement sur le peuple. C'était une bonne idée. Et en échange, il y avait le rapport à la guerre et le rapport à Dieu. Eh bien, en 1914 est créé l'impôt sur le revenu et est fortement augmenté l'impôt sur les successions. L'aristocratie s'effondre. Et donc, effectivement, ça a mis un siècle, la Révolution française. Et ça, ce n'est pas une invention personnelle. Quand je lis certains historiens américains, notamment Arnaud Mayer, qui a écrit une très bonne thèse sur la persistance de l'Ancien Régime en France. Souvent, les historiens américains nous éclairent bien sur l'histoire de notre pays, et ils confirment tout à fait ce que je vous ai dit. Et donc, effectivement, les révolutions industrielles durent un siècle, ça veut dire quoi? Daniel Cohen, un économiste qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, très brillant économiste, un des fondateurs de l'école d'économie de Paris, dans ses 3 leçons sur la société post-industrielle de 2006, dit, et moi j'aime bien les récits faciles à comprendre, malgré la complexité du monde, il nous dit les révolutions industrielles, c'est toutes les années 70. Alors c'est marrant, c'est pratique à se souvenir, même si bien sûr c'est un hasard historique, il n'y a pas de loi statistique. Alors il veut dire quoi par là? Il veut dire que dans les années 1770 apparaissent les prémices, c'est simplement les prémices de la première révolution industrielle, qui est fondée sur le charbon et la machine à vapeur. Et la machine à vapeur, c'est pas seulement la locomotive. Dans un premier temps, c'est d'abord des machines agricoles, c'est des machines industrielles, dans la métallurgie, dans la sidérurgie et dans l'industrie textile. Le centre, la Silicon Valley de l'époque, c'est Manchester. Et effectivement, ça dure tout le 19e siècle. Et ça se développe beaucoup d'ailleurs dans la deuxième partie du 19e siècle, quand la vapeur s'empare des transports. Bien sûr, le chemin de fer, mais aussi le transport maritime. Et donc, vous avez une première révolution industrielle dont les prémices apparaissent dans les années 1770 et qui dure un siècle. À la fin du 19e siècle, dans les années 1870, vous avez la deuxième révolution industrielle, avec le pétrole, l'électricité et la chimie. Le centre, c'est plutôt d'ailleurs un double centre, ce sont les États-Unis et l'Allemagne. Et à ce moment-là, tout se développe pendant le XXe siècle, avec là aussi une deuxième moitié du XXe siècle qui se développe massivement, avec notamment l'expansion de l'automobile, le moteur à explosion lié au pétrole, et cela dure tout le XXe siècle. Autour de 1970 apparaît la troisième révolution industrielle, j'allais dire la vôtre, vous qui travaillez sur la modélisation
numérique du bâtiment et de l'immobilier, même si c'est centré sur le process, la base c'est la modélisation numérique, c'est la révolution numérique. Effectivement, pourquoi les années 1970? Eh bien, Intel est créé en 68 et sort son premier microprocesseur en 71. ARPANET, qui est commandé par le ministère de la Défense américain, c'est l'ancêtre d'Internet. Microsoft, créé en 75. Apple, 76. Le premier ordinateur individuel d'Apple, 77. Et là, le centre, c'est la Californie. Clairement, la Californie. Après, il y a d'autres vagues de la révolution numérique, en particulier une deuxième vague autour des années 2000, où la Californie reste leader, apparaît un deuxième leader, clairement la Chine, qui dispose d'un marché considérable qu'elle peut protéger de plus d'1 milliard d'habitants et qui lui permet de rentabiliser des logiciels et des plateformes très rapidement. Et effectivement, autour des années 2000, vous avez Amazon qui est créé en 94, Alibaba répond en Chine en 99, Google est créé en 98, en Chine, Baidu répond en 2000, et Facebook n'est créé qu'en 2004, alors que son concurrent chinois est déjà créé. Il a été créé en 98 et il s'appelle Tencent. Donc on voit bien que là, il y a une troisième révolution industrielle qui va durer très très longtemps. Très longtemps, on en parlera parce que je suis sceptique sur l'idée d'une quatrième révolution industrielle. Je pense que le numérique, c'est quelque chose d'assez différent du charbon, de la machine à vapeur et du moteur à explosion. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe, mais ça va durer assez longtemps. Il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, en 2017, M. Karl Schwab, qui est le responsable des rencontres de Davos, vous savez, le grand monde politique et économique qui se réunit tous les ans en Suisse, il a écrit un livre qui s'appelle « La quatrième révolution industrielle » en 2017. Je l'ai lu. Je suis en total désaccord avec lui. Il a vu, avec l'Internet des objets, avec différents aspects du numérique, il a cru déceler une quatrième révolution industrielle. Bon, je suppose que maintenant, s'il se penche vers l'intelligence artificielle et les massifs développants, alors qu'ils sont au tout début de l'intelligence artificielle, il devrait écrire un livre sur la cinquième révolution industrielle. Non, c'est la troisième révolution industrielle qui continue. Donc l'important, c'est de bien comprendre que le numérique dans lequel vous vivez, ce n'est pas quelque chose qui est apparu à un certain moment. C'est le résultat d'un très long processus d'innovation dans le capitalisme, qui est le système qui couvre la totalité de la planète. C'est pour ça que j'en parle, en dehors peut-être de la Corée du Nord. Et donc, effectivement, là, vous avez une perspective historique, un dispositif qui permet de bien poser le problème dans la deuxième question que je pose, la deuxième partie de mon exposé, les rapports avec la biosphère. Alors la biosphère, juste un mot pour la définir. La biosphère, bon, en simplifiant, c'est la vie. La biosphère, c'est l'ensemble des écosystèmes de la Terre qui intègre tous les êtres vivants, nous, l'espèce humaine, les espèces animales, les plantes, et les relations qu'on a entre nous et avec l'air, l'atmosphère, avec l'eau, l'hydrosphère, ou avec les roches, la lithosphère. Donc voilà, et c'est à la surface de la planète, voilà, c'est ce qui définit effectivement les modalités d'exercice de la vie. Et alors donc là je pose la question de façon un petit peu osée, capitalisme avec la biosphère, eh bien c'est le choc frontal. C'est le choc frontal dans 3 domaines: le climat, les ressources, la biodiversité. Alors le climat depuis quand? Alors vous savez, le climat depuis les travaux du GIEC, la cause essentielle, il y a plusieurs causes, mais la cause essentielle de dérèglement du climat, ce sont les gaz à effet de serre, et le gaz à effet de serre le plus important et de loin, c'est le CO2. Alors, l'intérêt avec les travaux des scientifiques, c'est qu'ils sont capables de remonter dans le temps
sur la composition de l'atmosphère en matière de CO2 très loin. Et on sait l'évolution de la part du CO2 dans l'atmosphère depuis des milliers d'années. Si je me limite à la période de l'an 1000 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on voit très bien, ils calculent ça par partie par million dans l'atmosphère. Eh bien, pendant très longtemps, de l'an 1000 jusqu'à environ 1850, milieu du 19e siècle, eh bien, le nombre de parties par million du CO2 ne bouge pas. Ou plus exactement, il bouge autour d'une horizontale qui est entre 275 et 285 parties par million. Puis tout d'un coup, on voit la courbe qui, autour de 1850, augmente. Et puis, ça s'accélère à partir de 1980. Et on est nettement au-dessus de 400 parties par million aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a effectivement la première révolution industrielle. Le tout début de la première révolution industrielle, manifestement, ça n'a pas eu d'impact. Hein. De la fin du 18e jusqu'au milieu du 19e, ça n'a pas eu d'impact sur le climat. On regardera éventuellement pourquoi dans un deuxième temps. Et puis, à partir d'un certain moment, effectivement, ça augmente. Ça augmente et ça ne finit pas d'augmenter. Et ça s'accélère. Donc, le CO2, comme vous savez, il a une origine, une grande partie de l'origine, c'est l'énergie. C'est l'énergie et c'est en particulier l'énergie fossile. L'énergie fossile, alors là je vous pose une question. Aujourd'hui, quand vous prenez le mix énergétique mondial, vous savez, le mix énergétique mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où vient l'énergie. En gros, il y a trois sources: les énergies fossiles, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, au niveau mondial, quel est le pourcentage des énergies fossiles? La totalité fait 100% entre les trois. Vous estimez les énergies fossiles au niveau mondial à quel pourcentage? 60? 70? 80. Qui a dit 80? Gagné. 80%. 80% des énergies au niveau mondial sont d'origine fossile. Charbon, 27%, plus pétrole, 29%, plus gaz, 24%. Et vous me direz, mais avec le numérique, le développement du renouvelable, comment c'est possible qu'on ait un poids aussi considérable du fossile? Le numérique, il a besoin de quoi pour fonctionner? Comment? Data center. Et un data center, ça fonctionne avec quoi? Avec J'ai entendu quelque chose. Il n'y a pas eu un mot sur l'électricité, non? Ben oui, l'électricité. Le numérique a besoin d'électricité. Peu importe l'origine de cette électricité. Parce que la deuxième révolution industrielle a fabriqué massivement de l'électricité avec du charbon, avec du gaz, avec du pétrole, avec du nucléaire et avec de l'hydroélectricité. Eh bien ça, le nucléaire, ça lui convient parfaitement. Quand le numérique, ça lui convient parfaitement. Quand le numérique est en Chine, ben, il fonctionne avec de plus en plus d'électricité renouvelable, mais encore très massivement de l'électricité d'origine du charbon. Dans certains États des États-Unis, c'est la même chose. Le charbon est très puissant pour fabriquer de l'électricité. Donc, effectivement, ben, il ne faut pas oublier que le numérique marche très bien au charbon. Parce qu'il ne faut pas oublier que les révolutions industrielles, ça s'accumule. Il n'y a pas une transition de l'un à l'autre. Le charbon, il continue avec la deuxième révolution industrielle et il continue avec la troisième révolution industrielle. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il progresse même légèrement. Quand je compare les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie que je viens de vous citer, là, c'est les chiffres de 2021, 80% de fossiles. Il y a donc 5% de nucléaire et 15% de renouvelables. Voilà, ça c'est la situation actuelle, au niveau mondial. Eh bien, je reviens un demi-siècle avant, 1971, toujours la même source, excellente d'ailleurs, je vous conseille toujours les travaux de l'Agence
international de l'énergie, c'est une des meilleures sources d'analyse et de données sur ces questions-là. Eh bien, il y a un demi-siècle, le renouvelable faisait 13%. Vous voyez, certes, le fossile est passé de 85% à 80% aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le nucléaire a augmenté. Le nucléaire est passé de 1% à 5%. Et les énergies renouvelables sont passées de 13% à 15%. Ils ont augmenté un petit peu quand même, mais ultra minoritaire. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible, puisque on voit partout que ça augmente massivement, ces énergies renouvelables, avec le photovoltaïque, l'éolien, etc., etc. Eh bien, j'allais dire, tout augmente du point de vue quantité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, quand je vous dis il y a 50 ans, 1971, il y avait effectivement 64 000 TWh du point de vue mondial de consommation d'énergie. Maintenant, en 2021, il y a 171 000. C'est-à-dire que la consommation d'énergie a été multipliée par 2,7 en 50 ans. Donc, effectivement, les énergies renouvelables se sont beaucoup développées, mais le charbon s'est beaucoup développé, le gaz s'est beaucoup développé, le pétrole s'est beaucoup développé. Et donc, même le charbon, c'est assez sidérant. Le charbon, c'était 26% il y a 50 ans, 1971. Au niveau mondial, ça a légèrement augmenté, c'est à 27%. Donc, vous voyez, cette énergie qu'on pensait être l'énergie de la première révolution industrielle, certes, c'était l'énergie de la première révolution industrielle, mais elle fonctionne parfaitement à très haut niveau pour la troisième révolution industrielle numérique. Donc voilà la situation, le choc dont je parle. Et pourquoi ça commence simplement dans les années 1850? Parce que de 1770 à 1850, le début de la première révolution industrielle, c'est assez limité, quoi. C'est effectivement surtout l'Angleterre. Il y a la Wallonie en Belgique, il y a le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais était une des plus puissantes régions industrielles de la planète au XIXe siècle, ne pas l'oublier. Eh bien, effectivement, au niveau mondial, c'est quand même un peu faiblard. Par contre, à partir de 1850, avec le développement mondial, notamment des chemins de fer et de l'industrie avec moteur à vapeur, au-delà de ce petit noyau européen de départ, fait que ça commence à émettre sérieusement du CO2 dans l'atmosphère. Et à partir de 1980, pourquoi ça s'accélère? Il y a un aspect démographique qu'il faut rajouter, parce qu'à partir de 1980, c'est le changement de la politique chinoise, avec effectivement Deng Xiaoping qui décide qu'il va falloir développer l'économie chinoise et être en rupture avec la politique de Mao Tse-tung. Et effectivement, il y a un développement massif, très très important, pendant 30 ans, avec des taux de progression de l'ordre de 10% par an en Chine. Après, il y a un relais du côté indien, avec des populations gigantesques, puisque là, c'est 1,4 milliard dans chacun des deux cas, d'humains. Et donc là, effectivement, avec le développement massif de cette industrie, dans ces grands pays, les émissions de CO2 explosent complètement au niveau planétaire. Et en face, on sait ce qu'il faut faire. Il y a des mesures. J'ai déjà évoqué l'accord de climat de Paris 2015. C'est un cadre excellent, avec une base scientifique. Le contenu, j'entends des critiques en disant oui, l'accord de Paris, il n'est pas appliqué, etc. C'est faux. L'accord de Paris, c'est un contenant, c'est un cadre qui est excellent, qui est très bien fait. Et après, il y a un contenu progressif. Vous le savez peut-être, tous les 3 ans, on se réunit au niveau mondial pour voir, et puis il y a sans arrêt des Conference of Parties, des COP, les COP, qui permettent de progresser. Et tout dépend, non pas de l'accord de Paris, mais tout dépend du rapport de force entre les idées, entre les mesures, au niveau des politiques, et au niveau des sociétés civiles, et au niveau des citoyens. Et donc on sent bien, en face de cette montée qui dérègle complètement le climat,
Et le climat, c'est quoi? C'est la température et l'eau. Hein. Donc c'est vraiment la vie. Hein. C'est effectivement un dérèglement des phénomènes extrêmes du climat, c'est un réchauffement. Je préfère le terme de dérèglement à réchauffement parce qu'effectivement, dans certains moments, il peut y avoir des refroidissements, même si la tendance est clairement au réchauffement. Non, c'est déréglé et de manière massive et d'origine anthropique, c'est d'origine humaine, contrairement au dérèglement du climat que nous connaissions avant, qui était d'origine solaire ou d'origine volcanique. Et donc là, effectivement, on sent bien que face à ce choc frontal, il y a une décarbonation massive à organiser. Le cadre est connu, les techniques sont connues. C'est à nous tous de voir la volonté politique et les rapports de force entre les idées et les mesures sur ces questions-là. Ces questions-là qui sont très complexes. La décarbonation, il ne faut sans doute pas décarboner l'économie comme elle est. Et si je fais allusion à un livre fait par un ancien directeur de l'école d'ailleurs, Pierre Vels, qui a publié en 2022 Bifurcation, réinventer la société industrielle par l'écologie, je pense qu'il a raison. Il ne va pas falloir décarboner l'économie telle qu'elle est, il va falloir en profiter pour regarder l'orientation générale de l'économie. Et lui, il défend une idée tout à fait intéressante d'une économie, il appelle ça humano-centrée, qui est centrée sur l'individu et ses attentes intimes. C'est très intéressant comme idée. Alors on s'attend bien sûr à la santé, au bien-être, à l'éducation, mais également aussi où il faut revoir nos questions de sécurité et de divertissement. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à décarboner, il y a effectivement réfléchir au sens, à l'orientation de l'économie qui doit être effectivement décarbonée. On ne va pas reprendre l'ancienne économie et puis la décarboner telle qu'elle est. Sur les aspects ressources et biodiversité, l'expérience du capitalisme, c'est que la nature étant gratuite, elle est exploitable sans limite. Et là, ça a commencé avant 1850. Effectivement, Brodel parle du capitalisme marchand du XVe siècle, XVIe siècle. D'autres insistent sur tout le mouvement qui commence en 1492 quand les Européens découvrent l'Amérique, puisque l'Amérique était découverte par les Américains depuis longtemps, mais les Européens découvrent l'Amérique et après s'étendent massivement 16e, 17e, 18e et 19e siècle avec un processus de colonisation massif où effectivement avec des monocultures, avec des massives dans plusieurs continents. Les Européens, effectivement, participent à une certaine destruction de la biodiversité qui commence bien avant 1850. Et donc, il y a donc tendance claire à un gaspillage des ressources, les métaux, le sable, l'eau, et il y a aussi tendance claire à la destruction de la biodiversité. Il y a 5 moyens qui apparaissent pour détruire la biodiversité. Il y a le dérèglement du climat, qui change les températures, donc les animaux sont perdus, ça change complètement le comportement des animaux et des plantes. La transformation des terres, avec des terres de plus en plus agricoles et urbaines, au détriment des forêts et des prairies. La pollution, la surexploitation des espèces, notamment poissons, et puis certaines espèces invasives qui sont d'origine humaine. Et donc, effectivement, je pense qu'il commence à y avoir un consensus scientifique sur le fait que la 6e extinction des espèces a commencé. Il y en a eu 5 auparavant, bien avant l'existence de l'homme, puisque la 5e date de la suppression, de la destruction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Enfin, pas tous les dinosaures d'ailleurs, parce que comme vous le savez sans doute, les oiseaux, ce sont des descendants des dinosaures oiseaux qui ont été sauvés malgré la destruction massive de la vie à 75% il y a 66 millions d'années. Et ce n'est pas seulement la destruction des espèces, la biodiversité, c'est la diminution des services que rend la biodiversité. Il y a 4 services qui sont rendus par la biodiversité, les services d'approvisionnement. La biodiversité nous fournit en bois, en plantes, en poissons. Il y a des services de contrôle. La biodiversité régule le climat par stockage du carbone dans les forêts, dans les prairies. L'élimination de polluants par le filtrage de l'air et de l'eau. Il y a des services culturels qui viennent de la biodiversité. La beauté des paysages et de notre littoral
c'est la nature, c'est la biodiversité, et des services de soutien qui viennent de la biodiversité, pour la formation des sols, pour les processus de croissance des plantes et la pollinisation. Donc c'est un ensemble qui est complexe, là on est aussi dans la complexité, et là nous avons une vision globale aussi. En face de cette économie mondiale, nous avons une vision globale, climat, ressources, biodiversité, et c'est intéressant de voir comment ça interagit et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc là, il faut bien voir qu'effectivement l'économie, elle n'est pas au-dessus de la société, au-dessus de la nature. Je fais partie des économistes qui pensent que l'économie est encastrée dans la société et dans la nature. Et à ce moment-là, la destruction l'emporte sur la création, dans la destruction créatrice. C'est pour ça que quand j'entends des critiques sur la destruction créatrice en disant non, c'est un concept qui défend le modernisme, qui lutte contre l'obsolescence et que c'est quelque chose qui conforte le système actuel, pas du tout. La destruction créatrice, et je pense que je suis dans l'esprit de M. Schumpeter, il faut voir comment elle fonctionne concrètement. Et là, quand on a la conscience d'une économie encastrée dans la nature, la destruction l'emporte sur la création. Et en face, il y a des solutions encore. Ce n'est pas des fatalités. L'accord de Montréal, qui est relativement récent, il date de 2022, accord de Montréal sous présidence chinoise, est un cadre excellent sur la biodiversité. Et effectivement, ça donne un cadre très précis, ça a des objectifs assez ambitieux de 30% des mers et 30% des terres protégées d'ici 2030. Il y a déjà un début de mécanismes de financement, comme pour le climat. Et là aussi, c'est un cadre excellent, comme l'accord de Paris, et son contenu et son application dépendra des rapports de force dans la société civile. Alors, avant de passer à ma conclusion tournée vers l'action, il y a quand même sur ce thème un peu ambitieux, avec une formulation parfois peut-être un peu prétentieuse, entre capitalisme et biosphère, moi je pose une question. C'est la question du rendement du capital investi. Vous savez que le profit joue un certain rôle dans une économie capitaliste. Et qu'est-ce que ça veut dire le rendement du capital investi? Quand vous investissez un capital, vous voulez savoir quel est le taux de rendement annuel, combien ça vous rapporte. 5%, 10% du montant de l'investissement. Vous investissez 100% et par année, vous voulez quoi comme rapport? Vous voulez un rapport de 5%, de 10%, de 15-20%? Et là, derrière cette question du taux du rendement du capital investi, je pense qu'il y a une question fondamentale. En simplifiant, dans une économie comme la nôtre, en France, il y a 3 types de rendements. Il y a le secteur solidaire. Ce sont des rendements annuels inférieurs à 5% par an. Quand vous avez un livret A de la Caisse d'épargne, vous placez votre argent et vous dites, chaque année, ça me rapporte 3%. Vous êtes dans des taux de rendement de l'économie solidaire. Pour la majorité des PME, pas toutes, pour la majorité des PME, et on revient un peu à Brodel, là, les PME en économie de marché très concurrentielle, c'est le 2e étage de Brodel. Eh bien, le taux de rendement, bien sûr, c'est très variable selon le secteur, selon les PME, etc. Mais disons que c'est autour de 6, 7, 8% par an. On veut un retour de 6, 7, 8% par an quand on investit en tant que PME, dynamique, etc. Et au-dessus, le rendement qui est plutôt donc le domaine de certaines PME ou des grandes entreprises, qu'elles soient marchandes, industrielles ou financières, et qui ont tendance, dans beaucoup de cas, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, à être dans des marchés monopolistiques ou des marchés oligopolistiques avec plusieurs grandes entreprises en petit nombre se partageant un marché. Eh bien, le minimum, c'est effectivement 10%. Et si on est à 15-20% de retour par an, c'est mieux. Alors, moi, la question que je pose, c'est, sachant que les investissements sur la transition écologique sont majoritairement des investissements à moyen et long terme, où il faut un temps de retour, pas forcément à court terme, eh bien, avoir une exigence de 15 à 20% de rendement annuel du capital quand on fait un investissement, est-ce vraiment, n'est-ce pas en contradiction
avec effectivement la notion de transition écologique et de respect de la biosphère. Voilà une question fondamentale sur les rapports entre capitalisme et biosphère. Alors la conclusion, je vous ai promis quelque chose d'un peu pratique, parce que ce qui m'intéresse, c'est que, bon, c'est vaste le sujet, on sent bien qu'il y a des puissances importantes qui sont en jeu, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais je reste, comme je vous l'ai dit, optimiste, et parce que ça débouche sur la possibilité d'action. Et ma conclusion, qui va être courte, eh bien, elle va s'adresser à vous et à moi, en disant, en essayant de résumer, est-ce qu'on ne peut pas avoir des axes d'action dans ce contexte, hein, tel que la situation est exposée? Et moi, je dis oui, on peut avoir des axes d'action à tous les niveaux, bien sûr. Il y a le niveau international qui est très important, il y a le niveau régional et collectivité territoriale, j'y crois beaucoup, hein, surtout dans le secteur du bâtiment où il y a beaucoup de PME, donc le niveau local a beaucoup de sens. Pour les matériaux, c'est plutôt mondial, mais pour les architectes, les promoteurs et les entreprises de bâtiment, c'est plutôt territorial, local. Eh bien, effectivement, il y a aussi notre niveau à nous. Et moi, je conclus en me disant, en regardant un peu le contenu de ce choc frontal qui existe entre économie et biosphère, capitalisme et biosphère, je sens 4 axes d'action qui sont assez faciles à trouver, qui ont déjà été évoqués par un certain nombre de personnes, mais ça nous donne un petit cadre, quoi, pour moi, qu'est-ce que je fais sur ces 4 points? Qu'est-ce que je fais sur ces 4 points? Alors, premier point, la décarbonation des modes de production. Alors, là, vous travaillez dans le secteur immobilier bâtiment, il y a du boulot. Il y a du boulot, là, décarboner les modes de production du bâtiment. Parce que on a des produits comme l'acier, le ciment et le verre, ce sont des produits qui sont hyper carbonés et dont il est très difficile de diminuer le taux de carbone. Il faut peut-être commencer par diminuer la consommation de l'acier, du verre, c'est plus difficile, et du ciment, dans des solutions plutôt mixtes, comme ça a été évoqué, que tout bois, etc. Mais on sent bien que, et là je parle de la production, mais avant de parler de la production pour la décarbonation du bâtiment, est-ce qu'il ne faut pas que vous commenciez à réfléchir sur l'utilisation du bâtiment? Est-ce que les bâtiments sont bien utilisés? Est-ce qu'il n'y a pas une sous-occupation? Est-ce qu'une école qui occupait 30% de son temps, on ne peut pas l'utiliser à certains autres moments? Il faut réfléchir, Je connais des investisseurs qui commencent à utiliser les écoles pendant l'été. C'est intéressant. Et il y a plein de bâtiments qui ne sont pas utilisés majoritairement de leur temps. Donc, il y a l'utilisation, avant de parler de production. Il y a la gestion, améliorer la gestion. Si vous supprimez progressivement le gaz dit naturel, il faut appeler les choses par leur nom, ce n'est pas du gaz naturel. C'est naturel comme le pétrole ou comme le charbon. Mais le gaz, il est fossile. Sauf, bien sûr, le biogaz. Et donc, si on supprime progressivement, en termes de gestion, le gaz fossile, là, on voit qu'on décarbone, et on décarbone sérieusement. Avant de parler de la construction, il y a la réhabilitation, qui est beaucoup moins carbonée. Donc, effectivement, là, et puis en construction, ben, quand on est convaincu que les besoins, on doit y répondre par de la construction neuve, à ce moment-là, ben, c'est le travail que vous connaissez avec la réglementation thermique 2020 qui s'applique depuis 2022, où là, il y a un début de décarbonation. On ne raisonne plus énergie, on raisonne carbone. Et ça, pas seulement énergie, on raisonne carbone. Et ça, c'est un progrès considérable. Il faut être réaliste. Les objectifs de la RE 2020, même si les professionnels disent souvent qu'ils sont trop élevés, non, la RE 2020, à mon avis, c'est surtout pour sensibiliser les professionnels
au carbone, et au cycle, et cette notion d'analyse de cycle de vie. Et on est, au niveau mondial, assez avant-gardiste avec la réglementation française. Hein. En Europe, il y a les Pays-Bas, il y a la Finlande, et puis il y en a d'autres qui commencent à y arriver. Mais c'est vrai que cette réglementation, elle est assez avant-gardiste. Donc profitons-en pour prendre une longueur d'avance sur cette question de la décarbonation de la construction neuve. Deuxième axe, la décarbonation des modes de vie. Alors là, c'est plutôt perso. C'est plutôt perso, là. Les modes de vie, nous avons des modes de vie très carbonés. Très carbonés pour différentes raisons, que ce soit l'alimentation, la consommation, les transports, le logement, l'épargne, pour ceux qui ont de l'épargne, s'ils la placent dans une économie carbonée. Et là, il faut commencer par nous. Il faut commencer par nous. En plus, comme vous le savez peut-être, la carbonation d'un mode de vie dépend du niveau de revenu. Si vous faites partie des 20% les plus aisés, et en tant que cadre ou futur cadre, à mon avis, vous faites partie des 20% les plus aisés, j'en fais bien sûr partie, eh bien, vous avez une empreinte carbone qui est 3 fois celle des 20% les moins aisés. En France. En France. Je ne parle pas des habitants du Bangladesh ou du Nigeria. Non, en France, si vous êtes dans les 20% les plus aisés, vous consommez, vous émettez et vous avez une empreinte, je préfère la notion d'empreinte qui inclut les importations, vous avez une empreinte carbone qui est 3 fois supérieure aux 20% les moins aisés. Donc, n'embêtons pas les 20% les moins aisés. Ils sont déjà obligés d'aller en transport, en voiture, etc. pour aller, etc. Et ils ne vont pas augmenter le prix de leur essence. Ou en tout cas, si on augmente le prix de leur essence, il faut leur donner un chèque immédiatement pour compenser. Par contre, effectivement, les gens qui sont dans les 20% les plus aisés, qui consomment beaucoup plus, qui ont une résidence secondaire, qui voyagent en avion, qui ont une consommation alimentaire parfois plus carbonée, même si c'est contradictoire, eh bien, effectivement, là, on peut faire évoluer les choses. Et je vous conseille de faire une chose toute bête. Vous allez sur Internet, certains d'entre vous l'ont sans doute déjà fait, et vous prenez un logiciel de mesure d'empreinte carbone de vous. Moi, j'ai pris un logiciel qui s'appelle Micmac. Il y en a, c'est de la publicité gratuite. Il y en a d'autres. Il est gratuit. Et je me suis aperçu qu'il y avait 3-4 points assez importants où il fallait que je diminue mon empreinte carbone. Et je suis un peu ça chaque année, avec des succès parfois inégaux. Mais c'est important que cette empreinte carbone, surtout quand vous faites partie des gens les plus aisés, eh bien, il faut... parce que les plus aisés, c'est pas Monsieur Arnaud, hein, c'est pas... Lui, il est tout seul, il a son avion privé, etc. Mais on en parle beaucoup. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la masse des gens qui, au niveau... Il faut raisonner en millions de personnes. Il ne faut pas raisonner sur une toute petite minorité. Il faut raisonner en millions de personnes. Et là, si vous prenez les 20% les plus aisés comparés aux 20% les moins aisés, là, vous êtes à une bonne échelle. Et vous pouvez, vous, commencer à travailler sérieusement la diminution de votre empreinte carbone. Troisième axe, le plus complexe, le développement de l'économie circulaire, du recyclage et de l'économie des ressources. Parce que là, ça remet en cause vraiment le mode de production et de consommation de manière fondamentale. Et là, on peut jouer à la fois dans le champ professionnel et dans le champ personnel. Dans le champ professionnel, c'est clair, là on en est au début dans le bâtiment. On commence à recycler un peu, c'est compliqué, on utilise des matériaux un peu recyclés, c'est très minoritaire encore. On pense, quand il y a destruction, à faire en sorte que ce qui est détruit sert de matière première à un cycle ultérieur. Quand on utilise des matériaux qui ont déjà été en partie utilisés, ça commence. On a le souci d'économie des ressources, effectivement, ça commence également. Est-ce que je peux réhabiliter ce bâtiment avec le moins de ressources possible ? Donc, c'est des questions que vous pouvez vous poser dans votre vie professionnelle de plus en plus. Et puis dans votre vie personnelle aussi, bien sûr. Quand on privilégie la réparation, les matériaux, enfin les produits recomposés, et qu'on diminue progressivement l'achat de produits neufs et qu'on multiplie les tris et les systèmes de tri et de recyclage, on fait des progrès qui sont importants, parce que si on est des millions à faire ça, ben on voit l'impact après.
Quatrième et dernier axe d'action, la protection de la biodiversité. Et ce que j'ai dit en deuxième partie, on sent bien l'importance de cette biodiversité. Là encore, sur le plan professionnel, vous avez moins que vos collègues du génie civil, parce que eux, le génie civil, ils sont un peu plus durs avec les grands ouvrages du génie civil, avec la biodiversité, que le monde du bâtiment. Mais le monde du bâtiment est assez dur avec la biodiversité aussi. Vous pouvez travailler sur des projets qui artificialisent massivement un sol, qui diminuent la présence de la nature dans la ville, qui défavorisent telle ou telle espèce animale, ou au contraire, vous pouvez travailler sur des bâtiments qui réintroduisent la nature dans la ville, qui essaient de limiter au strict minimum l'artificialisation des sols. Et donc là aussi, vous pouvez, au travers de votre approche professionnelle, limiter les dégâts, voire faire des progrès importants, surtout si vous êtes dans la réintroduction de la nature dans la ville. Donc voilà, moi ce que je voulais, c'est vous présenter un cadre pour vous expliquer d'où ça vient, comment ça fonctionne, mais terminer sur le concret, terminer avec 4 axes, donc ça fait un pense-bête dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, sur ces 4 axes où j'en suis par rapport à il y a un an. Voilà. Et donc ça permet effectivement à la fois d'avoir un cadre général et puis peut-être de donner un certain sens à des actions très petites. Et n'oubliez pas, la plus petite action est toujours utile. Hein. Nous sommes tous des petits colibris avec une action qui est toujours utile. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Et puis je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions ou interrogations ou désaccords. Alors, juste une question par rapport à la déclaration du photographe que vous avez citée en disant « De toute façon, il est trop tard d'être pessimiste ». Dans quel contexte il disait ça en fait? Oh, je ne me souviens plus exactement. C'est une façon de parler de la part de ce photographe. Vous savez, c'est un photographe qui fait des très très beaux reportages justement sur la biodiversité et les attaques et la défense de la biodiversité. Et je trouve que c'est une phrase qui est un peu provocatrice, quoi. C'est intéressant de dire vous m'embêtez avec votre pessimisme, etc. De toute façon, c'est trop tard pour être pessimiste. Il faut agir, quoi. Il faut agir. Et il n'est jamais trop tard pour agir. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Et sur le fond, sur le pessimisme, moi, bien sûr, on me dit sans arrêt, mais tu es complètement fou. Être optimiste, ne serait-ce qu'avec tout ce que tu nous racontes, avec ces forces puissantes contre lesquelles on ne peut pas grand-chose, en apparence. Il faut que tu sois lucide. Il faut que tu sois lucide. Oui, il faut être lucide. Il faut être lucide. C'est vrai qu'on subodore que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il va falloir sans doute, moi je suis même convaincu qu'il va falloir des catastrophes partielles pour que l'humain comprenne que, etc. Il faudra des catastrophes climatiques, il faudra des situations peut-être de guerre, malheureusement, comme on en connaît d'ailleurs aujourd'hui même en Europe, pour que les gens progressivement prennent conscience que une action est possible de réconciliation avec la biosphère, ce qui veut dire quand même une réconciliation avec la vie. Et donc, je pense clairement que ce pessimisme, enfin c'est fondamental chez moi, ce pessimisme, je m'en tire en disant, oui, en disant que c'est une forme de paresse. C'est vrai, c'est une critique un peu facile de dire ça, c'est une forme de paresse, mais je pense surtout au fond de moi que c'est inutile. C'est inutile le pessimisme, ça sert à rien. C'est une vision très subjective. Je me disais, quand vous parliez de capitalisme, et on sait que le capitalisme, la valeur centrale, c'est l'argent, c'est la monnaie, c'est les marchés. Je me disais, mais par quoi? Bon, c'est vrai qu'il y a la décarbonisation, j'ai un peu la réponse à ma question, mais je me demandais par quelle valeur, puisqu'on est censé changer de paradigme, dans l'idéal, par quelle valeur est-ce qu'on pourrait remplacer cette notion d'argent? Alors, voilà, c'est la décarbonisation, oui, mais bon, oui, mais quoi d'autre? Alors, là, vous posez une question
complexe, là. Hein. Celui qui répond facilement et de manière simple, je l'admire. C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives d'autres systèmes. Hein. L'URSS a été une tentative pendant 70 ans. Bon, c'est une tentative qui s'est effondrée. Les Chinois disent que, malgré l'apparence capitaliste de leur société, ils font quelque chose et ils nous donnent un rendez-vous en 2049. Au bout d'un siècle, puisque moi j'aime bien les révolutions qui durent un siècle, donc les Chinois c'est 2049. Moi je ne serai plus là, bon on verra si en 2049 ils ont vraiment réussi à trouver un autre système. Je pense que c'est d'une grande complexité et avec des réponses qui sont au niveau international, qui sont au niveau régional et qui sont au niveau quasiment personnel, d'éthique de vie, de sens de vie. Je pense effectivement que au niveau international, on peut rêver. Vous savez que le G20, c'est-à-dire les pays, les 20 pays les plus riches de la Terre, émettent à peu près 80% des émissions de CO2. Donc si eux, ils commencent à résoudre des problèmes, ça devient sérieux. Et c'est compliqué, puisque dans les G20, comme vous savez, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, etc. Mais moi, quelquefois, je rêve avec ce G20. C'est pour répondre un peu à votre question sous une forme de rêve. Je rêve que, au lieu de raisonner uniquement par un dispositif de rapport de force allant jusqu'à la guerre dans certains cas, le G20 commence à imaginer qu'il y a des biens communs planétaires. Vous savez, cette notion de bien commun, c'est que le climat est un bien commun, l'océan est un bien commun. Il y a une notion de bien commun un peu dans l'accord de Montréal de 2022 là, sur la biodiversité. Ça commence un petit peu à apparaître avec cette notion de 30% de l'océan, 30% des terres doivent être protégées d'ici 2030. Il y a peut-être l'esquisse d'une notion de bien commun. Et à ce moment-là, je rêve. Il faut être utopiste. Il y a une forme d'utopie qui consisterait à dire, eh bien oui, au niveau du G20, on se met d'accord sur le climat est un bien commun, l'océan est un bien commun, la forêt est un bien commun, et on va les gérer en tant que bien commun. Et l'argent, non. Là, c'est pas le sujet. Sur ce sujet-là, l'argent, c'est pas le sujet. C'est pas le rendement du capital investi. On les considère comme bien commun. La planète est un bien commun. La planète est un bien, oui, la planète est un bien commun. Et il paraît qu'il n'y en a qu'une. Il y a aussi l'espace qui est en train d'entrer en jeu. Comment ? Il y a l'espace qui est en train d'entrer en jeu dans le bien commun. Vous avez raison, il faut... Dans le cadre de la pollution aussi. Absolument, y compris. Il faut faire attention, et ça nous concerne aussi, au technosolutionnisme, de penser que c'est avec les nouvelles technologies qu'on va régler les problèmes causés par les technologies précédentes. C'est un Moi, écueil. je pense à de nouvelles civilisations, à de nouvelles façons de penser plutôt. Moi, je pense... Si on l'adapte, elle répondrait à ce besoin-là. Enfin, je sais pas, c'est vraiment de l'utopie. Mais l'utopie est indispensable. L'utopie est indispensable et effectivement, quand vous dites on a besoin de nouvelles idées, etc., là je ne l'ai pas abordé cette année, mais avec le numérique, j'ai lu plusieurs petites choses sur le numérique. Daniel Cohen avait écrit avant de mourir un très bel essai sur l'Homo numericus. Michel Serres, lui aussi avant sa mort, il avait écrit des jolis livres traitant un petit peu du numérique. Et ce numérique, effectivement, il ouvre quelque chose de très nouveau et qui est très contradictoire. Et les gens, en se moquant un peu de moi, me disaient « Alors, la 4e révolution, c'est pour 2070, avec votre histoire, là. » Et j'ai dit « Je pense pas. Je ne serai plus là pour vérifier. Mais je pense pas, parce que le numérique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des philosophes ou des économistes qui disent « On n'est pas au niveau du moteur à explosion, on n'est pas au niveau de la machine à vapeur. C'est quelque chose qui est sur la communication, sur l'information, sur le sens,
Et à ce moment-là, le numérique, il peut déboucher sur quelque chose de très négatif, une espèce de transhumanisme où l'homme se prend pour Dieu, etc., avec des solutions technocentrées, comme tu dis, avec la technologie qui va modifier le climat, enfin des choses que j'estime a priori complètement négatives. Et puis au contraire, le numérique, avec une nouvelle façon d'utiliser l'intelligence artificielle, etc., peut déboucher sur des choses. Et là, il va falloir inventer une nouvelle éthique derrière tout ça. Il va falloir, comme vous dites, il va falloir inventer de nouvelles valeurs. Et le taux de rendement maximum de l'argent, ça risque d'être une valeur qui va flageoler un petit peu. Ça peut être un espoir. Ne pouvons-nous pas dire qu'en termes de révolution numérique et révolution industrielle, l'épidémie impacte? Parce que la période Covid a engendré une nouvelle façon de travailler et beaucoup d'autres choses en fait. Oui. Nous ne pourrions pas inclure les facteurs épidémiologiques dans les différentes révolutions industrielles. Oui, alors là, ma compétence est un petit peu dépassée, mais c'est vrai que à l'occasion de cette pandémie, la question porte sur la pandémie et tout ce que ça peut nous inspirer de manière positive. C'est vrai que la pandémie a montré un certain nombre de choses sur le contenu du travail, sur la façon de travailler, mais aussi en termes de valeurs, pour reprendre ce que vous disiez, madame, sur l'importance de ces métiers qui, eux, ne pouvaient pas être télétravaillés, ces métiers de proximité absolument hyper stratégiques pour la vie quotidienne de la population. Là aussi, ça peut être l'émergence de nouvelles valeurs. Donc, vous avez tout à fait raison. Le numérique peut être une source contradictoire. Ça dépend de quel côté elle est utilisée d'utopie. Mais c'est vrai, ces réflexions sur les pandémies peuvent déboucher effectivement aussi sur de nouvelles valeurs. Mais dans ce cas, sur la base des anciens facteurs entraînant les révolutions industrielles, ne pourrions-nous pas dire qu'on peut, sur la base de ces anciens facteurs, prédire la prochaine révolution? Non, prédire la prochaine révolution, je pense que c'est tout à fait impossible. Et je pense que, en fait, même, moi j'ai l'intuition, ce n'est qu'une intuition subjective, il n'y aura pas de 4e révolution industrielle. Je pense qu'avec le numérique, il s'ouvre quelque chose de radicalement nouveau, de tout à fait improbable. Et certains sont assez angoissés. Daniel Cohen, dans son dernier essai Homo numericus, l'angoisse dominait dans son essai. On le sentait, on le comprend. Mais en même temps, il y a un potentiel aussi qui peut être très très positif. Donc je ne pense pas... Dans le passé, on est dans un système énergétique et un système d'innovation technologique qui représente une certaine époque, je pense, du capitalisme. C'est que effectivement, si je prends la question de l'énergie fossile, par exemple, bon, on peut espérer qu'on supprime l'énergie fossile d'ici la fin du siècle, d'ici 2100. Hein. C'est pas gagné encore, c'est pas gagné, mais on peut espérer. Donc effectivement, on se dit tout ce dégât qui a été fabriqué par l'énergie fossile, finalement, au niveau de l'espèce humaine, ça aura duré 3 siècles, avec 3 révolutions industrielles, 19e, 20e, 21e. Bon, qu'est-ce que c'est que 3 siècles dans l'histoire de l'humanité? Donc on sent bien qu'il y a des choses qui nous dépassent là, à partir de là. La parenthèse du fossile va être, malheureusement je ne la verrai pas, mais ça, je suis sûr qu'elle va arriver. Elle va arriver d'ici la fin du siècle, je pense. Et qu'est-ce qui va être après, quand vous espérez qu'en analysant les révolutions antérieures, on va essayer d'imaginer la révolution suivante? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va inventer une situation nouvelle. La jeunesse et l'extrême jeunesse d'aujourd'hui va inventer des choses assez extraordinaires. J'espère que ça va être bien vivable et que la biosphère va pas trop souffrir. Mais je pense que nous avons quand même les outils nécessaires pour pouvoir l'explorer de façon scientifique.
Bien sûr que la science peut aller dans le bon sens. Et la science, c'est pas seulement la science dure. Hein. Les sciences humaines, l'économie peuvent effectivement participer à cette recherche. Et puis, oui, et puis on va difficilement se passer de philosophie aussi, quand même. Hein. On va poser la question de l'éthique et du sens. Voilà, je pense qu'on termine. Voilà. Bon courage.